Ces mines sont exploitées de manière intense durant la première moitié du deuxième millénaire par les populations levantines et nubiennes sans aucune intervention ni contrôle de la couronne. Ils se constituent en une petite société cosmopolite parfaitement autonome sur le plan politique, composée de différents groupes ethniques. Ces hommes et ces femmes ne restent pas toute l'année dans le delta. En fait, ils transportent leurs huttes et ils mènent leurs troupeaux jusque dans les régions d'extraction de la galène et ils vivent sur place le temps de récolter la quantité nécessaire de galène, donc ils pourront ensuite vendre dans les villes d'Égypte. En revanche, l'administration royale égyptienne garde le contrôle du Sinaï, où les agents royaux supervisent l'exploitation des mines de cuivre et de turquoise. Malgré tout, ils embauchent fréquemment des ouvriers nomades, parce qu'ils connaissent parfaitement le terrain. La fouille d'un sanctuaire dédié à la déesse Hathor, patronne des mines de turquoise, a mis au jour un grand nombre de stèles qui fournissent de précieuses informations sur l'organisation de ces expéditions et sur la vie quotidienne des ouvriers. On apprend notamment que des hommes originaires d'Asie participent à ces chantiers d'extraction et qu'ils en assurent même la garde. Au contact des Égyptiens, ils constituent leur propre système d'écriture, inspiré directement des hiéroglyphes, ce qu'on appelle le proto-sinaïtique. L'exploitation du site repose en grande partie sur la collaboration et la bonne entente entre les Égyptiens et les populations qui habitent la région. Les autochtones, que les Égyptiens nomment les hommes du pays d'Iménou, occupent l'espace qui s'étend du delta oriental à la mer Rouge et sont chargés de fournir des centaines d'ânes afin de favoriser l'acheminement des outils indispensables aux mineurs. Ces populations sont parfaitement autonomes et la monarchie égyptienne sollicite leurs compétences pour accomplir certaines tâches que son administration ne peut mener à bien d'elle-même. Ils sont utilisés de manière occasionnelle par des équipes qui s'apprêtent à embarquer en direction du Bab el-Mandab et du pays de Punt. Ils vivent dans de simples cabanes en pierre sèche, ils utilisent au quotidien des récipients en céramique dont le style indique l'origine de leurs propriétaires. Ils viennent de partout, tout simplement, de Nubie, du Levant, de la mer Égée, de l'actuelle Érythrée et même d'Arabie du Sud. Ce sont des marchands indépendants qui commercent avec la Méditerranée et la Corne de l'Afrique pour leur propre compte. Les fouilles menées sur le site portuaire de Tel el-Daba, dans le delta oriental, ont révélé qu'il est occupé par des groupes de marins, de marchands et d'armateurs qui sont tous d'origine levantine. Les occupants donnent alors naissance à une culture originale, mêlant des éléments égyptiens et levantins. Ce site joue un rôle capital dans le trafic maritime égyptien parce que c'est de ce port qu'accostent les navires chargés de produits égéens et levantins destinés au marché égyptien. Le port principal est en étroite relation avec le port d'Andoulis en Érythrée, étape essentielle sur la route maritime et terrestre qui mène de la mer Méditerranée à l'océan Indien, dont le contrôle échappe en grande partie, encore une fois, à la couronne. Malgré tout, l'administration royale n'est pas complètement coupée du reste des échanges commerciaux avec ses pays voisins. La présence égyptienne est attestée loin des frontières du royaume du Nil. Sur les bords de l'Euphrate, des textes découverts sur le site de Mari font référence à des produits de Byblos destinés aux exportations égyptiennes. D'ailleurs, certains agents royaux portent des titres en lien avec les échanges avec le Liban, tels que gardien du département des biens de Byblos ou membre du bateau de Byblos. Ils illustrent évidemment l'importance quand même que revêt pour les Égyptiens les échanges commerciaux avec le Liban, porte d'entrée des pistes menant à la Syrie. Des fouilles entreprises dans le port de Byblos ont mis au jour une quantité considérable d'objets d'origine égyptienne portant des noms de pharaons memphites. Durant le deuxième millénaire, ces traces se font de plus en plus modestes et se réduisent à des éléments de parure, des miroirs, des épingles et des armes. En Nubie, au niveau de la deuxième cataracte, la présence égyptienne se manifeste principalement par un réseau de forteresses impressionnantes érigées le long de la vallée du Nil. Le puissant royaume nubien de Kerma entretient des contacts réguliers, lui, avec les populations habitant au bord de la mer Rouge, dans le désert occidental et dans le sud, jusqu'à la quatrième cataracte. Kerma et Titaoui constituent les deux puissances nilotiques du début du deuxième millénaire, capables de s'opposer carrément à la monarchie égyptienne. Elles empêchent les armées royales de s'emparer de la bande de 350 km qui sépare la première cataracte à Éléphantine de la deuxième.
Ce territoire est occupé par des pasteurs nubiens qui profitent de leur position d'intermédiaire entre l'Égypte et le royaume de Kerma. Des récipients égyptiens destinés à contenir des céréales, de l'huile et du vin ont été découverts en grand nombre à Kerma et qui remontaient vers l'Égypte chargés de cuir et d'or. La construction de forteresses le long des routes commerciales qui sillonnent l'Égypte et la Nubie reflète la volonté de la monarchie de contrôler les échanges dans cette région stratégique. Elles sont parfois entourées de véritables agglomérations. On va citer en exemple la ville de Mirgissa, adossée à une place forte s'étendant sur près de 7 hectares et demi. Elle abrite des maisons et des grandes structures en bois destinées au stockage des marchandises. S'y rencontrent des négociants égyptiens et nubiens qui viennent échanger des produits égyptiens contre de l'or transporté par les marchands nubiens. La proximité avec des mines d'or favorise le développement de ces structures fortifiées et de grandes villes. La fouille des forteresses d'Uronarti et de Semna ont livré un grand nombre de poids utilisés pour peser la poudre d'or. Des caravanes de Nubiens ou d'habitants du désert se rencontrent également au sein de ces forteresses. Ces comptoirs fortifiés permettent au roi de prendre part au trafic commercial qui relie l'Égypte à la Nubie et au Levant. Les Égyptiens tentent comme ça de garder le contrôle de leur territoire de façon concrète, mais aussi de manière, je dirais, magique. Un grand nombre de textes d'exécration inscrits sur des figurines représentant des prisonniers vouent les peuples ennemis de l'Égypte, notamment les habitants de Byblos et de Syrie, au pire châtiment si jamais ils leur prenaient l'envie de s'attaquer à la puissance égyptienne. De façon plus pacifique, les marchands qui s'apprêtent à prendre la mer offrent aux dieux des ports, des ancres pour qu'ils les protègent contre les tempêtes et les pirates. Après la fin de la monarchie d'Ititaoui, au début du XVIIIe siècle avant notre ère, les forteresses égyptiennes en Nubie ne sont ni abandonnées ni détruites. Elles continuent en fait à servir de refuge aux soldats et aux marchands qui travaillent pour les rois de Kerma. Et le royaume nubien est doté d'un atout majeur. Il peut directement accéder aux produits aromatiques venus du pays de Punt, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime. En plus, il est en lien étroit avec les nomades du désert occidental grâce aux routes qui relient l'Égypte à la Méditerranée. Il peut donc contourner le pays égyptien par la mer Rouge et le désert occidental, ce qui lui permet d'éviter de payer les taxes liées au passage des frontières et aux droits de circulation à l'intérieur du royaume égyptien. Les rois d'Ititaoui sentent qu'une grande partie des ressources de leur territoire et des pays voisins sont en train de leur échapper. Ils lancent alors plusieurs campagnes en Nubie pour tenter de reprendre le contrôle de ces routes commerciales, mais en vain, ils ne parviennent pas à briser la puissance de Kerma. Les recettes fiscales s'amoindrissent à vue d'œil, et malgré l'étendue de leur réseau, les grands chefs de Moyenne-Égypte, pourtant fortement impliqués dans le commerce, ne réussissent plus à capter à leur profit et à celui du pharaon la totalité des produits qui circulent entre l'Afrique et le monde méditerranéen. Un détail a longtemps intrigué les archéologues. Pourquoi les rois d'Ititaoui n'ont-ils pas cherché à s'emparer justement des oasis du désert occidental qui leur auraient permis de remédier à ce problème ? Est-ce une question de moyens financiers ou humains ? Certainement pas, puisqu'il aurait été possible d'envoyer dans cette région les ouvriers occupés à ériger les forteresses sur la deuxième cataracte. Il faudrait plutôt y voir l'action des grands chefs de Moyenne-Égypte qui veulent à tout prix garder le contrôle exclusif de cette région. En effet, les potentats d'Assiout contrôlent les pistes du désert occidental. L'absence des agents royaux est une aubaine pour les marchands nubiens qui en profitent pour s'installer dans les oasis de Dakhla et de Karga. Ils tissent alors une nouvelle piste qui permet de contourner le royaume égyptien. Enfin, si les rois d'Ititaoui gardent le contrôle d'une partie du fleuve, ils ne disposent pas des moyens politiques et financiers qui leur auraient permis de s'emparer des réseaux d'échange reliant l'Afrique à l'Asie, la Méditerranée et l'océan Indien. Ils tentent en fait de remédier à cette situation en lançant des expéditions militaires, mais elles ne permettent pas de contrôler durablement le territoire de ses adversaires. Ils n'ont pas d'autre choix du coup que de se concentrer sur leur royaume, en jouant sur la fiscalité et en accroissant le revenu du domaine royal. Malheureusement, ils ne disposent pas d'organismes royaux sur place pour lever les impôts comme on l'a vu. La couronne dépend presque entièrement de potentats locaux dont le soutien s'amenuise au fur et à mesure que les caisses de l'État se vident. Le pouvoir pharaonique s'engage alors dans un lent processus de dilution politique. Des puissances émergentes en profitent pour accroître et prospérer,
Kerma, une multitude de petites principautés nubiennes au sud, et les princes de Tel el-Daba au nord, qui se tournent vers le Levant, laissant la monarchie égyptienne s'enfoncer peu à peu dans le néant. Dans le prochain épisode, nous verrons la guerre des couronnes, mais ce sera donc la semaine prochaine. Bonne semaine.